Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Onésime Douchimakité. Nous sommes le samedi 27 novembre 2021. Merci d'être au rendez-vous de cette édition dont voici le sommaire. « 23 organisations de la société civile burundaise, régionale et internationale ont adressé ce 26 novembre une correspondance à la ministre de la Justice, Dominique Banyankimbona, pour solliciter la libération de Christa Kaneza sous les verrous depuis le 19 janvier de cette année. La police burundaise affirme que les disparitions forcées est une réalité au Burundi. Le porte-parole du ministère de la Sécurité publique indique toutefois qu'il y a des gens qui fomentent la disparition forcée à l'égard pour des intérêts secteurs. Au sommaire également, la coalition burundaise des défenseurs des droits de l'homme dans les différents camps des réfugiés, CBDH, Vicar en sigle, demande au gouvernement tanzanien de respecter les conventions internationales relatives à la protection des réfugiés et demande d'asile qu'il a ratifié. Voilà pour le sommaire. Je vous le disais en titre, la détention de Christa Kaneza constitue une violation des lois du pays et des conventions internationales auxquelles le Burundi a ratifié. Cela a été dit par 23 organisations de la société civile burundaise, régionale et internationale, dans une correspondance qu'elles ont adressée ce 26 novembre à la ministre de la Justice, Dominique Banyankimbona, pour solliciter la libération de Christa Kaneza sous les verrous depuis le 19 janvier de cette année. Selon ces organisations, cette jeune femme ne devrait pas continuer à séjourner dans la prison alors que la justice l'avait libérée. Suivez Marie-Louise Barichako, présidente du mouvement Inamahoro, femmes et filles pour la paix et la sécurité, et s'est exprimée au nom de ces 23 organisations. Nous nous sommes accordés pour écrire cette lettre, pour ne pas nous taire et laisser libre cours à l'injustice au Burundi. Nous nous sommes adressés à la ministre de la Justice, lui demandant d'user de son pouvoir pour faire respecter la loi et le droit et faire justice à Christa Kaneza que les tribunaux ont libéré mais qui reste encore en détention comme si la loi n'avait pas de place au Burundi. En peu de mots, nous avons rappelé que ne pas libérer Christa équivaut au mépris de la loi et au déni du droit à un procès équitable que garantit pourtant l'article 38 de la Constitution burundaise, l'article 7 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, ainsi que l'article 14 de la Convention internationale sur les droits civils et politiques dont le Burundi est partie. Christa Kaneza, elle est toujours en détention jusqu'aujourd'hui, plutôt que d'être chez elle, faire le deuil de son époux et allaiter son enfant. Le tribunal de grande instance de Moha a ordonné sa libération provisoire, faute de preuves de sa participation au meurtre. En appel, la Cour a encore confirmé la décision de libération provisoire de Christa Kaneza, faute de preuves de son implication dans le meurtre. Cela fait aujourd'hui 2 mois que Christa est encore détenue, alors que le tribunal a déjà statué. Ces organisations ont rappelé également à la ministre de la Justice les violations de la loi qui ont caractérisé l'arrestation et l'emprisonnement de Christa Kaneza. Des actes qui manifestent les défaillances de la justice burundaise. Suivez encore une fois Marie-Louise Barichako. Nous relevons aussi dans cette lettre combien nous avons été surpris par la déclaration du porte-parole du ministère chargé de la sécurité intérieure, organe normalement chargé de veiller à la paix et à la sécurité de tous, qui prend la parole pour affirmer la culpabilité d'une personne à peine arrêtée et juste soupçonnée et dire qu'elle a tué son mari. Il s'agit bel et bien d'une violation du droit de la personne qui est condamnée avant même d'être jugée, lui niant donc le droit reconnu pour tous de la présomption d'innocence. Nous avons encore indiqué que la question de Christa est une illustration de beaucoup d'autres cas connus
de tous, où la justice n'a pas fait son travail comme le prescrit la loi. Beaucoup de personnes sont détenues arbitrairement, ce qui démontre l'urgence de réformer le système judiciaire pour que, sans trop attendre encore, les Burundais puissent encore avoir confiance en la justice, en sachant que la justice n'est pas au service des gouvernants, qu'elle est vraiment indépendante, juste et équitable. Nous demandons donc à la ministre de la Justice de faire tout ce qui est en son pouvoir pour faire respecter la justice et libérer immédiatement Christa Kaneza. Toujours en page des droits de l'homme, et les membres du parti CNL se lamentent des abus et exactions commis à leur endroit par les partisans du CNDD-FDD. Dans une période de 8 jours, 3 militants du parti d'Agatogwassa ont été violentés en zone Mbirizi de la commune Gatara. Les d'entre eux restent sous les soins au dispensaire de cette zone. Le point avec Roger Diveremech. Le membre du parti CNL, qui a été récemment battu par un groupe des Imbonerakure, est le nommé Maurice Barinayera, âgé de 68 ans. Il habite sur la colline Kibaribari, commune Gatara. Il a été attaqué par des Imbonerakure dans la nuit de ce 25 novembre. Ces Imbonerakure, qui étaient dirigés par le chef collinaire prénommé Ile-de-France, l'accusaient de posséder des armes à feu amenées par son fils qui rentrait de Bujumbura. Ces Imbonerakure ont fouillé la maison de ce vieillard, mais ils n'ont découvert aucune arme. Vu leur attitude, le fils de ce a pris le large et son père a été persécuté durant toute la nuit par les Imbonerakure. Nos sources révèlent qu'il serait victime de son refus d'adhérer au parti CNDD-FDD. Un autre partisan d'Agatogwassa de la colline Rubagabaga en zone Birizi, qui a été tabassé, est connu sous le pseudonyme de Roti. C'était en date du 20 novembre dernier. Il a été frappé par le chef de cette colline nommé Hassan Ngaviye, alias Pi, en complicité avec un certain Bernard Bigirimana. Ces derniers ont demandé à Roti de leur montrer des armes qu'il aurait cachées dans le sac qui contenait des aubergines qu'il venait d'acheter au marché. Le troisième membre du CNL de la zone Mbirizi, battu dans cette période de 10 jours, est une femme du nom de Spécieuse Ninda Magambo de la colline Rubagabaga. Cette mère de 58 ans a été malmenée par Sasien Nyonghuru, directeur de l'école fondamentale de Kibenga, en complicité avec le chef des Imbonerakure en commune Gatara. C'était le 19 novembre dernier. Actuellement, cette mère bénéficie des soins au centre de santé de Maramvia. Elle est également victime de son refus à adhérer au parti CNDD-FDD, comme l'indique toujours notre source. La rédaction de la RPA a essayé de joindre l'administrateur de la commune Gatara, mais sans succès. Merci à toi, Eloge Diveremesha. La police burundaise affirme que les disparitions forcées est une réalité au Burundi. Le porte-parole du ministère de la Sécurité publique indique toutefois qu'il y a des gens qui fomentent la dispersion forcée à l'égard pour des intérêts secteurs. Pierre Mouriquier évoque à ce sujet le règlement pénal. Suivez. Les raisons de l'absence d'une personne dans une société, dans une communauté, peuvent être nombreuses. Ce n'est pas nécessairement et toutes les fois dans l'enlèvement. Et le cas... L'enlèvement, oui, elle peut exister. C'est même une infraction qui est prévue et punie par le code pénal burundais. Mais même dans le cas d'enlèvement, il peut y avoir des simulations, juste pour des intérêts de ceux qui font cette simulation. Et l'exemple le plus parlant est celui de cette personne qu'on vient de vous présenter, qui a simulé un enlèvement juste pour gagner de l'argent, a adressé un message à son épouse pour lui dire qu'elle était enlevée par des personnes qu'elle ne connaissait pas, qu'elle était bandée et qu'elle se trouvait, avait été emmenée dans un endroit inconnu. Le message principal que nous voudrions adresser au Burundais, c'est que quand quelqu'un est au courant de l'absence d'une personne, il est invité à s'adresser aux services qui sont compétents, notamment ici je précise les services de police, les services des autres corps de défense, la justice, l'administration, les membres des comités mixtes de sécurité humaine. Vous savez que tous ces services sont représentés, même jusqu'au niveau des collines. C'était Pierre Mouriquier, le porte-parole du ministère de la Sécurité publique. Après cette courte pause, nous poursuivons avec la page économie. RPA.
Les États membres de la communauté de l'Afrique de l'Est ont approuvé une proposition qui réglemente le mode de contribution de chaque pays. À partir de cette proposition, les ministres des Finances des pays respectifs ont validé que chaque pays membre contribuera selon sa capacité. Le point avec Eric Nyonzima. La recommandation de changement sur le modèle de contribution de l'IAC a été émise dans une réunion du Conseil sectoriel des finances et des affaires économiques tenue la semaine dernière à Mombasa. Selon le journal The East African, dans son numéro publié ce samedi, le comité a proposé un modèle hybride de financement du budget de l'IAC. Selon ce modèle, 65% du budget est contribué à part égale par tous les États partenaires et 35% du budget total est évalué sur la base de PIB nominal moyen par habitant des États membres au cours des 5 années précédentes, tel qu'évalué par la Banque mondiale. Tandis que le Kenya, le Rwanda et le Burundi ont accepté d'adopter le modèle, la République unie de Tanzanie n'était pas d'accord. Le budget actuel de l'IAC est financé par des contributions égales des États partenaires. Il a été adopté lorsque la communauté ne comptait que 3 États partenaires, à savoir le Kenya, l'Ouganda et la Tanzanie, dont les économies n'étaient pas très différentes les unes des autres, selon The East Africa. Cependant, la communauté s'est élargie en admettant 3 autres États partenaires, à savoir le Rwanda, le Burundi et le Soudan du Sud, avec des structures et des tailles économiques différentes. Le secrétaire du cabinet du Trésor national du Kenya, Ukur Yatani, qui présidait la réunion du comité la semaine dernière, a expliqué que compte tenu de ce fait, le modèle actuel de contribution égale peut ne pas être viable. Pour lui, ce modèle impose un fardeau plus lourd à certains États partenaires compte tenu de la taille de leurs économies. Yatani avait ajouté qu'il était nécessaire d'adopter un modèle simple en termes de paramètres à utiliser sur la composante de contribution évaluée. Merci à toi aussi, Eric Nyonzima. Le gouvernement tanzanien devrait respecter les conventions internationales relatives à la protection des réfugiés et demandeurs d'asile qu'il a ratifié. Réaction de Léopold Shalangabo, vice-président de la coalition burundaise des défenseurs des droits de l'homme dans les différents camps de réfugiés, CBDH Vicar en cycle. Une réaction consécutive à l'incarcération qui précède au refoulement de 12 familles de Burundais demandeurs d'asile au camp de Nyarugusu ce vendredi par la police tanzanienne. Léopold Shalangabo demande à la communauté internationale de garder un œil vigilant sur la violation de ces conventions par Dar es Salaam. La CBDH Vicar déplore le refoulement perpétuel des réfugiés burundais demandés d'asile dans ce pays et aussi le traitement inhumain des réfugiés burundais par les autorités tanzaniennes. Récemment, la Tanzanie a refoulé 12 familles qui demandaient l'asile dans ce pays. Au lieu d'accueillir ces demandeurs d'asile, la police les a incarcérés avant de les refouler. La Convention des Nations Unies du 28 juillet 1951, modifiée par le protocole du 31 janvier 1967, et aussi les conventions de l'OIA régissant les aspects propres aux problèmes de réfugiés en Afrique, constituent l'instrument fondamental relatif au statut de réfugié. Mais le gouvernement tanzanien a souvent violé certains des articles qui forment ces conventions, et notamment l'article 3 de la Convention de Genève qui parle sur la discrimination, et l'article 33 de cette même convention qui parle sur le non-refoulement d'un réfugié sur le territoire de son origine. Et aussi la Convention de l'OIA à son article 2 qui stipule que les pays membres de l'OIA s'engagent pour bien traiter les réfugiés. C'est pour cette raison alors que nous demandons au gouvernement tanzanien le respect des conventions signées et ratifiées. Nous exhortons aussi à la communauté internationale de suivre de près ce qui se passe dans le cas de réfugiés en Tanzanie et aussi suivre de près la situation sécuritaire des réfugiés qui sont dans ces cas. C'était Léopold Shalangabo, président de la coalition burundaise des défenseurs des droits de l'homme dans les différents camps de réfugiés burundais. Après une petite transition, c'est le mini-magazine au cœur de la société. Les agriculteurs font aussi dosage d'engrais fourmis dans leur culture depuis quelques années au Burundi, selon les experts. Nous allons parler des conséquences de ce dosage excessif d'engrais chimiques dans le mini-magazine au cœur de la société d'aujourd'hui. Emile Nibasumba.
Au cœur de la société. Au cœur de la société est une émission de tous les samedis, préparée en synergie par les radios Inzamba Agateka Kawe, Radio RPA Idjouya Wanyagihugu, ainsi que la radio-télévision Renaissance. Depuis le début de l'utilisation des fertilisants organominéraux de l'usine FOMI en 2019, les experts ont toujours dit que les études n'avaient pas encore pris fin pour l'utilisation adéquate de ces engrais. Très récemment, certains experts ont indiqué qu'ils s'observent des surdosages dans l'utilisation de ces engrais sur le territoire national. Quelles sont les conséquences de ce surdosage? Voilà sur quoi nous allons nous focaliser dans le mini-magazine Au cœur de la société du 27 novembre 2021. À la présentation, c'est Émile Nibasumba. Bienvenue. Certains experts ont récemment finalisé les études sur l'utilisation des engrais de marque FOMI sur certaines cultures, comme la pomme de terre, le haricot et le riz. Ces études montrent que le gouvernement a mal orienté les agriculteurs en leur indiquant des doses excessives de ces engrais fabriqués localement. Parfait Mudasigana de la radio Inzamba nous parle du contenu de ces études. Cette étude a été menée en vue d'étudier les performances agronomiques de l'engrais agrominéral FOMI pour la culture du riz, et dans les conditions normales, les prescriptions du rapport des experts montrent que 45 kg d'engrais appelés Imbura sont utilisés pour un hectare, 300 kg d'engrais appelés Totasa sur la même superficie. Depuis 2019, les agriculteurs emploient 100 kg d'engrais Imbura et 200 kg d'engrais Totasa par hectare. Cette dose recommandée par le ministère de l'Agriculture s'est révélée agronomiquement et économiquement non rentable sur tous les sites selon ces experts. Pour la culture de la pomme de terre, pour avoir une bonne récolte, les experts montrent que la dose qu'il lui faut est de 45 kg d'engrais Imbura par hectare et 200 kg d'engrais appelés Bagara sur la même superficie. Pour le moment, les agriculteurs utilisent 200 kg d'engrais Imbura et 150 kg d'engrais Bagara par hectare. Les résultats obtenus pour la culture de haricot, il apparaît que l'engrais FOMI Imbura est tout aussi efficace à doses variantes entre 100 et 150 kg par hectare. Au micro de nos confrères de la télévision Renaissance, ingénieur agronome Eric Kapgati indique que le surdosage d'engrais a des effets néfastes sur le sol. Si on applique beaucoup d'engrais chimiques dans le champ, il y a perte de rendement agricole. Peut aussi entraîner ce qu'on appelle le TNL élevé en acide sulfurique et en acide chlorhydrique. Ces deux acides entraînent la destruction des bactéries fixatrices d'azote. Et ces bactéries jouent un grand rôle dans le sol. Ce sont ces bactéries qui jouent le rôle de décomposer les débris végétaux pour former l'humus dans le sol, qui fait même des trous. Et ces trous dans le sol peuvent aider le sol à bien aérer et de l'eau de ruissellement pour s'infiltrer dans la nappe phréatique. Et ces bactéries peuvent ne pas exister dans ce sol à cause de ce surdosage des engrais chimiques. Et cela entraîne l'appauvrissement du sol au niveau de la destruction de l'environnement. Ces éléments qui sont annexés, donc qui ne sont pas assimilés par la plante, ils sont emportés par l'eau d'eau fruits. Le surdosage d'engrais a également des conséquences néfastes sur la vie de la population. Et ces éléments, quand ils arrivent sur les zones de ruissellement ou même les lacs ou même les rivières, ils forment ce qu'on appelle étrophisation. Et ce phénomène d'étrophisation a des effets néfastes sur la qualité de l'eau, d'où la naissance des nitrates. Et ces nitrates-là sont très mauvais sur la santé humaine quand ils sont en excès, d'où l'apparition des maladies, donc les cancers dans le corps humain. Et même ces nitrates peuvent détruire les molécules qui peuvent fixer l'oxygène, surtout pour les femmes enceintes et les nourrissons d'au moins de 3 mois. Il y a beaucoup de avortements causés par cet excès de nitrates dans le corps. Les conséquences seront très dramatiques et sera difficile même à gérer, à contrôler. Comme les nitrates et les phosphores occupent l'eau potable,
potable peuvent causer d'énormes défis majeurs sur l'économie nationale, car le traitement de ces zones polluées demande beaucoup d'argent. Dans ce cas, le tarif d'eau potable devient plus élevé. Voilà, c'est par ici que nous mettons un point final au mini-magazine au cœur de la société d'aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Vous étiez avec Émile Nibasumba. Au revoir. C'était l'émission Au cœur de la société. Merci à toi aussi, Émile Nibasumba. Merci, mesdames et messieurs, de votre prêté oreille attentive. Ainsi s'achève cette édition. À la présentation, c'était Onésime Dushimagis. Bon week-end à tous.